Une vidéo qui parle de tout le luxe européen, de toutes les valeurs du luxe européen. Putain, ce serait pas mal ça. Hein, et ben on va le faire. On va le faire tout de suite. Voilà, ce sera le programme de cette vidéo un peu particulière où on fera un point macroéconomique, un point sur les indices, sur les actions que vous m'avez demandé, et puis on terminera aussi avec les pépites ainsi que le plan de trading. Voilà, ce sera tout le programme du 56e épisode de l'Hebdo de Ricardo, spécial luxe, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'un secteur d'activité qui est très réputé, qui est très connu, que les gens chassent, je dirais, de manière continuelle sur les marchés financiers, c'est le luxe. Et on va s'attarder sur l'ensemble du luxe européen. Vous verrez qu'il n'y a pas que LVMH qui fait du luxe en Europe, il y a énormément d'entreprises, il y a énormément de sociétés cotées. Moi j'en ai répertorié une trentaine, elles seront toutes à votre disposition dans cette vidéo et vous découvrez plein de pépites que vous ne connaissez même pas. Ça se fera sous la forme habituelle de la vidéo, on commencera par la macroéconomie, où on fera un focus évidemment sur la Chine qui vient de faire des annonces très intéressantes et qui fait que le luxe a réagi par rapport à ça. Et puis on enchaînera avec les indices, on verra lequel des indices est le plus impacté par le secteur du luxe. Et puis on enchaînera avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. On fera un point sur LVMH puisqu'on l'avait fait la semaine précédente. Vous verrez qu'il y a quand même de la technique à un moment donné qui exprime des choses et il y a des moments où il faut s'intéresser à certaines valeurs. Et c'était le cas la semaine dernière, vous verrez, on fera le point là-dessus. Et puis je vais vous mettre, au sein de cette vidéo, je vais vous mettre un fil rouge qui défilera l'ensemble de ces 30 actions que j'ai répertoriées en Europe, qui sont soit des actions intéressantes, soit des actions moins intéressantes. Vous verrez qu'il y a des superbes pépites. Et puis je vous donnerai l'astuce pour voir l'étude que j'avais faite sur chacune d'entre elles de manière individuelle. Et puis on terminera de manière classique sur les pépites à trader de Ricardo, ainsi que le plan de trading pour la semaine prochaine. C'est une vidéo extrêmement intéressante, extrêmement cossue en quantité de valeur à étudier, et je vous invite tous à liker et à faire des commentaires sur le contenu de cette vidéo, de telle manière à ce que l'algorithme apprécie ce dossier absolument hors du commun sur tout le luxe européen. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets ici, un peu comme d'habitude, je vous mets ici le tableau du portefeuille long terme, le portefeuille Dynamic Invest. Il vient encore de faire un plus haut historique, il vient encore d'accélérer, voilà, après un été un peu plus calme, il est reparti vers le haut, voilà, c'est ça, Dynamic Invest, c'est des valeurs qui montent tout le temps. Alors on me demande souvent la performance de ces portefeuilles, il y en a plusieurs, première chose, deuxième chose, c'est pas vraiment intéressant, ce qui est important, si je peux vous dire un chiffre, c'est que toutes les valeurs dedans pour l'instant sont à plus 42%, c'est les valeurs qui ont été rentrées depuis le 1er janvier 2024, donc il y en a des plus anciennes, donc le portefeuille long terme global est beaucoup plus intense et beaucoup plus important, je crois qu'il a plus 58%, là c'est à 42%, enfin je sais pas, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre quoi, tout simplement. Le portefeuille global lui aussi il est au sommet historique, et on est parti très fort avec des valeurs qui ont fait des super performances cette semaine, avec des valeurs luxe, notamment des valeurs luxe qui ont fortement accéléré. Beaucoup d'éducatifs, beaucoup d'autres choses. Abonnez-vous, c'est dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer et de vous inscrire, et c'est 6 mois minimum, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Allez, j'en arrête avec tout ça, on attaque directement avec la macroéconomie de cette semaine, et puis on va avoir tout un axe luxe sur tout le long de cette vidéo, comme vous l'avez compris. Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec lundi 23, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les PMI, la semaine des PMI, je rappelle que les PMI, ce sont les indicateurs avancés des économies en question. On interroge les directeurs d'achat et on fait un sondage et on fait une statistique avec ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Les PMI sont tous dans le rouge. Ils sont tous dans le rouge et ils sont pas beaux puisque le niveau de flottaison est de 50 et nous ne sommes pas à 50. Que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, on est sur le manufacturier sur la plupart ici, on voit manufacturier un peu partout, quelques-uns en service.
Et voilà, qu'est-ce qu'on a comme grande différence? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu un changement bon, pas bon? Voilà, bon, en manufacturier globalement c'est stable, baissier stable. Voilà, baissier en Allemagne toujours, ça va toujours mal en Allemagne. La France c'est pas terrible, et les États-Unis c'est pareil, c'est pas extraordinaire. On espérait un petit rebond. Je rappelle que ici c'est la stat du dernier mois. Ici, c'est ce qu'on espérait, et ici, c'est le résultat. Donc, on est en dessous de ce qu'on espérait, sauf ici. Et ensuite, on est dans une tendance continuellement baissière. 47,9, on fait 47. 42,4, on fait 40, voilà. Et ici, 43,9, 44, donc on n'est pas haussier. Et on est un peu en dessous de ce qui était prévu. Donc, sur les 3 grandes économies au monde qui font leur PMI ce jour-là, France, Allemagne et États-Unis, le manufacturier va mal, Moi, je vous le dis, hein, c'est la Chine. On reviendra sur la Chine après, mais c'est la Chine qui provoque ça avec un dumping pour pouvoir sauver son économie. La déflation que je vous ai dit depuis très longtemps, qui était en place en Chine, a provoqué plein de choses, et c'est tout l'intérêt de cette semaine. C'était une semaine que j'attendais vraiment faiblardouillarde en termes de news, et finalement, il y a eu un retournement de table de la part des Chinois qui fait que voilà, ça a changé pas mal de choses, mais je vais en reparler tout de suite. Donc, au niveau manufacturier, ça va pas fort, et je suis gentil en disant ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a des PMI aussi sur les services. La France, qu'est-ce que ça donne? C'est un effondrement. On a un effondrement ici. Alors, ce sont des prévisions de PMI, hein, qu'on soit clair, il y a un petit P là. Prévision, mais regardez bien, on est à 55, on prévoit 53, et serait annoncé autour de 48 pour le mois de septembre. Donc c'est un effondrement sur la France. Le contre-coup des Jeux Olympiques, comme vous le devinez, on a été boosté par les Jeux Olympiques, et on va revenir sur la planète Terre, et ça fait mal, on tombe de haut. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc les chiffres qui sont franco-français sur le trimestre qui vient de passer, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez la réponse, ils seront bons, mais ils seront cachés par un événement exceptionnel qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et puis, on a un truc qui fait que, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes aux États-Unis, c'est les services qui sont, eux, par contre, à un niveau tout à fait respectable, et qui restent au-dessus du niveau de flottaison, et qui font que les États-Unis restent un pays dynamique, et où la récession annoncée, enfin pas annoncée, mais la récession nette que je dis, ouais, elle sera récession nette, parce que tant que ces chiffres-là sont bons, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Savoir que les services sont plus importants sur les économies, je dirais françaises et américaines. Sur le côté service, c'est vraiment plus important. Voilà. Et mardi, on va avoir le sentiment des gens par rapport à cette situation-là, le sentiment déjà des professionnels, on va dire, sur l'Allemagne, hein, le LIFO, le climat des affaires allemand, et il est baissier aussi, donc là aussi ça va pas très fort, le niveau de flottaison c'est 100. Et puis nous avons la confiance des consommateurs qui, elle, bascule aussi en négatif et en dessous de 100. Nous étions à 105, on prévoyait 103, 104, ouais, et on fait 98,8, donc on a la confiance des consommateurs qui est en train de se prendre une claque. Il est temps que les taux d'intérêt baissent violemment, et on voit bien que la Fed a bien réagi par rapport à ça. J'en avais parlé la semaine dernière dans l'hebdo que j'ai fait. On passe à mercredi. Mercredi, donc les ventes de logements neufs, ça se tient bien, donc ouais, tout ne va pas si mal que ça, qu'on soit très clair. Donc c'est vraiment des statistiques qui sont discordantes entre certains éléments qui disent ouais, tout va bien, et on sent que le futur est beaucoup moins rigolo. C'est ça qui fait que la Fed ait réagi comme elle a réagi. Et ça baisse, mais c'est un peu moins mauvais que prévu. C'est pas mauvais, à vrai dire, les ventes de logements. Ça repartira, si les taux d'intérêt baissent, vous inquiétez pas, ça repartira. Le crédit au logement repartira de lui-même aux États-Unis de la même manière. Et c'est ce mercredi que les Chinois ont annoncé un plan absolument impressionnant. Un plan qui est complètement cohérent. On va revenir un petit peu sur l'historique de ce qui amène la Chine à faire ça. C'est que ils sont en déflation. Ils sont en déflation, donc vous voyez les PMI manufacturiers dans l'Occident qui sont très mauvais. Pourquoi? Parce que les Chinois sont en train de faire du dumping. Le dumping, c'est quoi? C'est de vendre pas cher, vendre moins cher, de vendre à bas prix. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, vous prenez des parts de marché et vous envoyez les PMI manufacturiers vers le bas. Et c'est ce qui est en train de se passer. À vrai dire, c'est quelque chose que j'annonçais depuis un certain temps. On voyait bien qu'il y avait une déflation du côté chinois, une déflation sur les prix, qu'on soit très clair, sur la consommation, etc. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai vu ça, j'ai pensé ça, j'ai dit ça va faire un dumping sur les pays occidentaux. Donc on est très content d'acheter des produits chinois pas chers.
Sauf que dans en train de provoquer de nouvelles importations de produits à pas cher, je crois avoir vu Volkswagen dire qu'ils allaient licencier fortement, on importe des voitures à pas cher, et du coup, Volkswagen, ils n'arrivent plus à vendre de bagnoles. Vous voyez, c'est très simple la macroéconomie, il faut juste comprendre les imbrications les unes dans les autres, et qu'est-ce que provoque un truc à droite pour pouvoir comprendre ce qui se passe à gauche. Et tout simplement, ce qui se passe en Occident, c'est qu'on subit les conséquences de la mauvaise santé chinoise, mauvaise santé chinoise qui est due à des phénomènes extrêmement profonds, qui sont sociétaux. Je pourrais vous les expliquer sur cette chaîne, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article dans le site internet que j'anime. Je vais vous faire un article sur la mécanique qu'il y a derrière, sur cette crise immobilière qui est due à une crise démographique, qui est due à des décisions d'il y a 40 ans. Sur la démographie, sur l'enfant unique, sur les conséquences que ça a, et vous allez voir que cet article, c'est un article qui a été très lu dans un autre média où j'étais intervenant, et vous allez voir que cet article va vous expliquer la totalité du pourquoi du comment on en est arrivé là en Chine. Mais le résultat de ce qui se passe en Chine, c'est une déflation chinoise, un pays qui part en lambeaux, qu'on soit très clair, une crise économique latente, une crise financière, immobilière extrêmement importante, et qui ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas parce que il y a rien qui avait été fait pour ça. Et on a eu ce mercredi la réunion du Parti communiste avec Xi, le secrétaire général, voilà, c'est ça, en gros c'est le président du pays, hein. Et Xi a exigé que l'on mette en place des choses au niveau économique. Et économiquement, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé qu'il fallait relancer la consommation. Ils ont une logique de plutôt augmenter la consommation interne et de plus s'appuyer uniquement sur l'exportation. Bon, pour l'instant, ils exportent, vous inquiétez pas. Mais la conséquence immédiate, c'est qu'il fallait prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait pour redresser le pays et relancer la machine économique comme on veut, puisqu'ils ont des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, etc. Et ils ont décidé de faire deux choses. La première chose, c'est de baisser les taux d'intérêt sur l'immobilier, entre guillemets, voilà, pour relancer l'immobilier. Ça suffira pas, qu'on soit très clair. Avec un taux de chômage de 15%, qui est phénoménal. Personne n'en parle de ça. Un taux de chômage phénoménal en Chine, qui augmente, robotisation faisant, etc. Il n'y a plus assez de travail pour tous les Chinois. Ça, on peut considérer que c'était attendu. C'était attendu, mais ce qui n'était pas vraiment attendu, ça a été le déclenchement de ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie. Alors c'est quoi l'hélicoptère monnaie? C'est en gros, j'arrose directement, je crée de l'argent et je balance directement sur les gens par des dons, par du social, etc. C'est ce qu'on a fait aux États-Unis, où les banques centrales ont carrément donné de l'argent aux gens. C'est ce qu'on a fait en Europe à travers tout ce qu'on a fait en France, les prêts à taux zéro, les machins, etc. Tout ça, c'est distribuer de l'argent qui a jamais été récupéré. Ça a été distribué de l'argent. On s'étonne aujourd'hui que l'État français est dans une difficulté pas possible, mais c'est le pays qui a fait le plus sur le sujet. On a fait économiser, on a fait rentrer de l'argent dans les caisses des gens. Ils n'ont pas dépensé, donc tout est dans les livrets A. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'a fait la Chine. Et la Chine a provoqué immédiatement une réaction des marchés, parce que si vous relancez l'économie par la distribution d'argent, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, imaginez un hélicoptère qui jette de l'argent à la population, je laisse voir le tableau, sans distinction, etc. Même s'ils disent qu'ils en font un peu, mais globalement c'est on balance plutôt à des gens qui ont peu d'argent, peu de moyens, pour créer quoi? Pour créer de la consommation, pour créer de l'achat. Et évidemment, vous avez une conséquence immédiate sur les marchés, c'est que nous avons eu, et le CAC 40 est beaucoup plus impliqué là-dedans que, par exemple, le DAX allemand ou d'autres indices, mais le CAC 40 contient en son sein des valeurs qui sont des valeurs du luxe et de la consommation. Il n'y a pas que le luxe en lui-même, il y a aussi la consommation de boissons alcoolisées. Je pense notamment à Pernod Ricard, etc. Bon, il y en a d'autres. LVMH a énormément de produits spiritueux, qu'on soit très clair. Et on a eu un rebond de tout le secteur du luxe qui a été évident, parce qu'ils sont très consommateurs du luxe. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec un billet de 100 balles, un billet de 200 balles, il faut acheter une bouteille de champagne même? Chacun pense ce qu'il veut de l'intérêt de faire ça c'est un autre sujet, mais la conséquence immédiate, c'est que les actions du monde du luxe ont fortement rebondi en Europe, puisque les Chinois sont acheteurs de notre histoire, ils sont acheteurs de tout notre savoir-faire en termes de luxe ostentatoire, et c'est comme ça qu'on a eu tout ce mouvement qu'il y a eu cette semaine, et qui a fait qu'on est reparti. Mais il y a aussi de la tech qui est repartie, parce que relancer la consommation, relancer une économie, c'est aussi
aussi relancer normalement des investissements, hein, parce que les prêts aussi moins chers feront aussi de l'investissement, investissement qui fait que vous avez des secteurs, je dirais de la technologie, de la tech, qui en ont profité. Évidemment, plus les entreprises sont impliquées avec l'économie chinoise, et plus ces sociétés-là ont rebondi fort cette semaine. Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans le même état d'esprit sur la Chine que l'état d'esprit post-Covid. C'est-à-dire, on injecte de l'argent, on s'occupe plus de... L'objectif, c'est de sauver l'économie. L'objectif, c'est de sauver le soldat. Ça corrobore deux choses. Un, c'est que les politiques monétaires ont fortement changé depuis, je dirais, quelques années. Maintenant, on n'hésite plus à provoquer des augmentations inflationnistes, parce que ça provoquera là aussi, dans un an, de l'inflation. C'est déjà annoncé. La déflation chinoise est stoppée. Alors, est-ce que ça va relancer de l'inflation? Peut-être pas, mais ça va stopper la courbe. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer que s'ils en font beaucoup, c'est pas encore énorme, hein, 250 milliards, je crois, c'est pas gigantesque à la dimension du pays, mais si vous continuez à le faire, vous allez provoquer à un moment donné de l'inflation. C'est ce que nous avons subi en 2021, suite à l'injection monétaire phénoménale qu'on avait faite en 2020. À partir de ce moment-là, et on avait continué en 2021, c'est ça qui a fait la bulle d'inflation qu'on a subie. Aujourd'hui, on est revenu de manière normale à ce que la macroéconomie générale provoque, mais la Chine fait ça avec modération finalement. Il y a eu une phrase très importante de Xi qui a dit, de toute façon, c'est coûte que coûte, quoi. Coûte que coûte. Et ce côté quoi qu'il en coûte, hein, la mode Macron, c'était quoi qu'il en coûte, là c'est plutôt un coûte que coûte. Le coûte que coûte fait que les marchés, ils achètent, ils se disent, bon, de toute façon, c'est la première salve, il y en aura d'autres derrière, ils anticipent, et donc le marché va se retourner sur la Chine. Vous allez avoir les indices qui vont remonter, tout le monde va dire, tout va bien en Chine. Ouais, tout va bien en Chine, sauf que moi, je vous le dis, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que la crise immobilière, la crise sociétale chinoise est beaucoup plus profonde, et on en reparlera, mais je vous invite vraiment à aller voir, je vous le mettrai dans les semaines qui viennent, l'article sur la Chine et la démographie chinoise. Vous verrez que tout le mécanisme qu'il y a derrière est absolument destructeur sur longue période. À partir de ce moment-là, je suis pas convaincu que la Chine aille beaucoup mieux. Voilà, mais ça peut durer 1 an, 2 ans, où on va profiter d'un renouveau chinois, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, de toute façon, les États-Unis ont gagné le game. Les Chinois ont voulu challenger les États-Unis sur beaucoup de sujets. Le jeu économique est gagné par les États-Unis. Ils le prouvent tous les jours. D'ailleurs, regardez bien la bourse américaine, regardez bien la bourse chinoise, où elle est l'une par rapport à l'autre. Vous verrez que la Chine, tout est en train de baisser, que ce soit Shanghai, que ce soit Hong Kong. Vous allez sur New York ou sur Chicago ou n'importe où aux États-Unis, vous allez voir que toutes les bourses sont au plus haut. Donc voilà pour la parenthèse sur la Chine. J'espère que vous avez apprécié ce côté-là de ce que j'explique. La Chine a provoqué un mouvement, on verra ça sur les indices évidemment, mais a provoqué un mouvement qui est absolument phénoménal, et vous allez voir que le secteur du luxe a lui aussi été très très impacté par cette décision chinoise. Évidemment, les investisseurs disent on y va. C'est pas sûr que les investisseurs occidentaux aillent vraiment à fond en Chine. Ils achètent des valeurs qui sont impliqués dans le système chinois, dans la consommation chinoise, mais je suis pas convaincu qu'ils aillent beaucoup plus que ça sur la Chine. Ils ont été échaudés par rapport à des décisions chinoises assez autoritaires, hein. Faut pas oublier que c'est une dictature, et c'est pour moi un pays qui marche à l'envers et qui est en train de payer tous ses travers. D'ailleurs, on va revenir très rapidement sur jeudi, et on va voir 2-3 chiffres qui sont très intéressants, notamment le PIB américain. Vous allez voir que les États-Unis, c'est une autre soupe qu'on nous sert depuis longtemps. Alors on fait un petit passage par la Suisse quand même, vite fait. Bon, les taux d'intérêt ne baissent pas. On est à 1, on risque pas de faire grand-chose de plus vers le bas, qu'on soit très clair, mais eux, ils n'ont pas connu de crise économique, ils n'ont pas connu de crise inflationniste. Les Suisses ont une monnaie tellement forte que de toute façon il n'y a aucun problème en Suisse, tout va bien pour eux. On devrait prendre peut-être modèle sur ces gens-là. Mais voilà, le PIB, ça y est, le PIB US est tombé, le PIB du T2, donc deuxième semestre, ils ont fait 3, prévu 3, ils font 3, on vient d'1,6, donc voilà, c'est costaud. Moi je vous dis tout de suite, hein, le PIB du trimestre 3, je le prévois négatif. Il y a des choses qui me font dire que je vais peut-être avoir tort, mais il va se tasser, je le pense en tout cas, mais je pensais qu'il allait se tasser beaucoup plus fort, mais bon voilà, on verra bien. En tout cas, le PIB américain à 3%, c'est gigantesque hein, sur un trimestre, hein. Donc on soit clair, c'est gigantesque. Donc on sait déjà que les États-Unis ne seront pas en récession sur l'année 2024. Ou alors il faudrait vraiment un crash économique énorme, que je pense pas qu'on verra vu les derniers chiffres qu'on a vus, et notamment un qui est juste derrière, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage. On a de nouveau un chiffre faible, 220 000 on va dire,
On était monté autour de 250, ça commençait à chauffer. C'est là qu'il y a eu le flash crash, entre guillemets, sur les US, enfin sur toutes les places boursières d'ailleurs. Le flash crash qu'il y a eu au mois d'août, c'était des chiffres hebdomadaires qui étaient pas terribles, et puis d'autres chiffres à côté que j'avais déjà commenté. Et ça se calme. Donc un peu de correction, entre guillemets, des effectifs dans les entreprises, mais il y a un tel besoin un peu partout suite à ce fameux deal, on va dire, des démocrates avec le Congrès sur la fameuse loi IRA, qui est une loi de défiscalisation gigantesque sur l'investissement aux États-Unis, fait qu'il y a énormément d'investissements aux États-Unis qui sont défiscalisés, qui fait que il faut bien des gens pour mettre en place tout ça, puis il faut bien des gens pour faire tourner les machines qu'on a mis en place. Voilà pour aujourd'hui, puis on va terminer avec vendredi. Ce vendredi, donc, on a l'IPC français et l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. Donc, regardez bien l'Allemagne, hein. Vous avez vu, hein, 4 000 la fois dernière, on prévoit 13 000 et on fait 17 000 chômeurs en plus, hein. Donc le chômage arrive en Allemagne de manière assez rapide. Donc voilà, c'est quand ils commencent à payer les choses, hein. Puis quand je vous dis, hein, je vous répète, Volkswagen a annoncé la couleur, donc si Volkswagen le fait, je peux vous dire qu'il y a des sous-traitants, ça fait longtemps qu'ils l'ont déjà fait. Mais je vais revenir sur un autre truc, puisque je dis depuis longtemps, et je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, alors je sais aussi qu'il y a des fois on me dit rien, parce qu'on n'ose pas trop me le dire, mais je pense que vous étiez douteux. Mais moi je vous annonçais la déflation. Et la déflation, nous la voilà. Nous avons l'inflation française, donc c'est mensuel, c'est des valeurs spot, mais des valeurs spot qui commencent à vraiment être inquiétantes. On a un plus 0,5 en août, mais on avait un négatif en juillet. On annonçait un moins 0,7 et on n'a pas fait moins 0,7. On serait, c'est une prévision, hein, mais on serait à moins 1,2 en inflation. C'est-à-dire que l'inflation française s'effondre. Ça veut dire que la France s'effondre. La France s'effondre. Et je vous le dis, une crise déflationniste est pire que tout. Parce que si vous faites une crise déflationniste, ça veut dire qu'il va falloir baisser tout. Tout baisser. Et de baisser un truc qu'il va peut-être falloir penser un jour, c'est le fameux déficit de la France. C'est devenu intenable. C'est devenu intenable. Moi, je suis pas très négatif sur la capacité de la France à se remettre de tout ça. Je suis assez négatif sur la capacité des gens qui sont en place aujourd'hui de le faire. Je suis quand même assez étonné, je vais faire un peu de politique vite fait, mais très rapidement. Comment se fait-il qu'un gouvernement de droite commence par dire on va augmenter les impôts? Mais les gens de droite, généralement, ils sont pour une baisse des impôts. Nous sommes le pays le plus fiscalisé au monde. Au monde. Enfin, à un moment donné, il faut entendre ça. Au monde, nous sommes le plus fiscalisés et on nous dit qu'on va remettre une couche. Alors les riches ceci, les riches cela, ouais, mais ça arrive jamais que les riches payent pour les pauvres totalement. On le sait très bien. La distribution, c'est la classe moyenne vers les pauvres. Et les riches, généralement, ils y passent pas. Donc à partir de ce moment-là, on a un nouveau gouvernement qui, moi, c'est déjà un échec immédiat que je ressens. Moi, c'est personnel. Hein, pourtant, je suis pas un anti-Macron absolu, mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont inadmissibles. Et aujourd'hui, on a un déficit phénoménal parce qu'on a distribué de l'argent, on continue à distribuer de l'argent à qui veux-tu, en voilà. Et on se retrouve dans une situation où, s'il y a une déflation qui s'associe à cette difficulté, on va dire, budgétaire, c'est l'effondrement. Enfin, on va à une catastrophe. Et si aujourd'hui, on parle des spreads de taux un peu partout, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne, etc., mais c'est tout à fait logique. Les métriques sur la France sont en train de s'effondrer. Donc à partir de ce moment-là, ne vous étonnez pas de voir un CAC 40 qui a du mal à remonter, ne vous étonnez pas de voir des actions, les small, les mid françaises être en catastrophe. C'est pour ça que je fais de la valeur européenne. C'est qu'il y a toujours un pays qui va bien, un autre pays qui va mal. Et il se trouve que c'est plutôt en ce moment la France qui m'inquiète, et puis un pays qui a été tellement bien, tellement fort, tellement haut qu'il faut qu'il se calme aussi, c'est la Norvège. Donc vous voyez, moi je sautille, je m'en vais, je vais à droite à gauche, et c'est la grande qualité du marché européen, c'est que chaque place financière a des vies différentes. On a beau être dans l'Europe, on a beau être dans l'euro, j'ai envie de dire en ce moment, c'est plutôt d'autres pays qui sont intéressants. Et je sautille comme ça, et je fais de l'investissement dynamique aussi par rapport à la géographie, à la santé d'un pays. Et aujourd'hui, moi je vous le dis tout de suite, la France, j'y suis jamais, j'ai aucun investissement en France, j'ai quasiment rien dans Dynamic Invest, dans le service que je propose, il y a strictement rien, quasiment rien sur la France en ce moment, parce que tout simplement, nous n'avons pas les éléments qui font monter les actions, et qui feront monter les actions. Donc à partir de ce moment-là, moi je vais me promener ailleurs, et je vais voir où l'herbe est un peu plus verte, et en ce moment elle est un peu plus verte ailleurs que la France. Et c'est là que vous allez comprendre toute l'idée de la stratégie des poupées russes, la stratégie que je propose aussi en formation, et qui fait qu'on peut aller se promener d'un pays à l'autre, et on voit tout, et on voit vraiment très très bien les choses quand on se donne la capacité d'avoir les yeux pour voir.
Donc méfiez-vous de la France, méfiez-vous vraiment de la France dans les semaines, dans les mois qui viennent. On est à un virage qui me paraît assez important. Moi, je suis pas inquiet sur la capacité à réagir, je suis inquiet sur la capacité à réagir avec les gens qui ont été mis en place là. On verra bien ce que ça donne, mais sincèrement, si il n'y a pas un mouvement très puissant, très violent, et il y a un indicateur auprès des marchés de dire, voilà, on va enfin faire des vraies réformes, on va enfin faire des choses importantes. On va pas parler des retraites des fonctionnaires, hein, mais enfin, à un moment donné, on va parler des vraies choses qui posent un problème dans ce pays. Et c'est bien ce poste-là, le numéro 1 de tous, qui pose un problème. À partir de ce moment-là, si on comprend ça, on y arrivera. Et la France est capable de le faire, mais il faut juste qu'elle soit mise dos au mur pour qu'elle y arrive. C'est à chaque fois la même chose, c'est toujours comme ça fait des siècles que ça dure, et ce sera toujours comme ça. Ce pays ne fait que de la réaction à des problématiques, et n'essaie jamais de les anticiper. C'est comme ça. Voilà, j'ai un petit peu débordé de la partie macroéconomique vers un peu de politique, un peu de sentiment sur la partie française, mais ce chiffre de déflation est très inquiétant, et je vous certifie qu'il faut le prendre au sérieux, parce que c'est ce qui s'est passé en Chine, et c'est ce qui a provoqué des choses très très graves dans la suite, mais qu'on ne voit pas parce que c'est trop loin de chez nous, mais je peux vous certifier qu'on peut vivre la même chose de notre côté. Allez, on va enchaîner tout de suite avec les indices, les réactions indicielles par rapport, parce que c'est la Chine qui est l'événement de la semaine, et vous allez voir que les conséquences ont été immédiates. C'est assez impressionnant, sur une semaine je pense est calme, et finalement ça a été très mouvementé, et plutôt positif. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti pour le CAC 40 immédiatement. Et donc notre CAC 40, écoutez, il est en train de nous faire un mois de septembre, puisque là on est sur les bougies mensuelles, on est toujours assez haut, il faut bien le dire, on n'est pas dans un mouvement baissier, qu'on soit très clair, on est dans un mouvement correctif et un rebond. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement de tendance, même si on peut l'augurer peut-être dans le futur. Il faut rappeler une chose, c'est qu'on peut avoir une économie française qui va pas très bien et un CAC 40 qui va bien, dans le sens où il y a quand même je crois que c'est 83% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 est hors de France, donc on dépend plus de l'activité mondiale, et heureusement qu'on a des champions dans leur domaine, notamment LVMH, évidemment, mais on a d'autres champions, des sociétés qui permettent, je dirais, de la rentrée financière, entre guillemets, qui vient de l'extérieur, qui fait que le CAC 40 n'est pas vraiment expressif de la santé française, c'est plutôt le CAC Mid ou CAC Small, et lui, eux exprimeront plutôt ce que je vous racontais à l'instant sur mon sentiment français, et pas vraiment les 40 plus grosses valeurs françaises, puisque voilà, comme je vous disais, c'est très internationalisé. Et comme c'est très internationalisé, on a eu le rebond, mais on va aller voir en hebdomadaire, ça va être beaucoup plus clair, le rebond grâce à la Chine et ses chiffres. Allez, on passe en hebdo pour voir ça tout de suite. Et voici le résultat. On avait eu, j'agrandis pour ceux qui voient pas très bien, on avait eu cette correction, on avait rebondi, la semaine dernière on devait être là, ça avait baissé pas mal, et c'est reparti très fortement à la hausse, et ça casse cette résistance. Mais je pense que ma résistance n'est pas tout à fait parfaite, alors c'est une résistance très long terme, elle vient de très loin, puisque c'est le couloir haussier sur une vingtaine d'années, mais je pense qu'il y a une petite résistance qui est là, on est pile dessus, j'enregistre, on est autour de midi ce vendredi, et on va voir ça tout de suite avec cette petite résistance que je viens de vous rajouter, j'ai fait exprès. Alors je vous la mets comme ça, mais il y a quand même des points de contact réguliers, on en voit un ici en janvier 22, on en voit un ici en avril 23, ici en décembre 23, ici en juillet 24, et ici on est revenu dessus. Donc pour moi c'est stratégique, c'est important. Il y a des indicateurs cet après-midi qui vont tomber. Bon, on verra bien comment ça clôture, mais pour l'instant, je dirais que la semaine, elle est quand même exceptionnelle. Merci la Chine. C'est pas gagné que ça ne continue pas. Ça peut travailler comme ça ici un petit peu pour être, si c'est toujours bullish, et je pense que c'est ça qui va se passer, et aller retrouver les plus hauts historiques, voire aller les casser, aller faire un nouveau plus haut historique sur le CAC 40, c'est une probabilité possible. Allez, on va aller voir le DAX, comment lui réagit, normalement un peu moins, mais c'est pas gagné, on verra si la bougie est plus importante sur le DAX, ça m'étonnerait. Allez, c'est parti pour le DAX. Alors le DAX, il est en train de casser, il avait déjà cassé son plus haut historique la dernière fois, il avait été refoulé vendredi, et finalement on est reparti vers le haut grâce à la Chine, puisque la Chine est quand même un gros partenaire économique avec l'Allemagne, mais on voit que l'amplitude est moins forte, parce que la construction du DAX est différente de la construction du CAC 40, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que d'abord dans un indice, c'est une association de sociétés, d'entreprises qui fait un indice, et à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre ce qu'il y a dedans, pour pouvoir trader intelligemment le DAX et savoir ce qui va réagir, comment vont réagir les indices face à des résultats, à des décisions, des événements macroéconomiques comme celui de cette semaine. Il fallait évidemment plutôt acheter du CAC 40 que acheter du DAX. Le DAX, ça fait longtemps que vous l'avez en portefeuille, entre guillemets, vous le laissez courir et tout va bien. Allez, on va enchaîner avec les États-Unis qui elles aussi sont montées, mais on n'est pas ouvert. Je suis donc vendredi midi, on est avant l'ouverture des
des Américains, on va aller voir d'abord le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il est toujours haussier, avec une petite accélération, ils ne sont pas trop concernés par la Chine, ça c'est la première chose, j'ai envie de vous dire, RS, rien à signaler, tout va bien, tout monte, tout est beau, tout est rose, dans ce bas monde, tout va bien. Et on va finir avec le Nasdaq qui, lui, se porte aussi en pleine forme, comme vous le devinez. Et donc, on voit bien que c'est moins influent sur l'économie américaine. Hein. On voit bien que ça influence beaucoup moins. Donc, on a une continuation de ce mouvement haussier et on va aller chercher cette fameuse borne dont je vous ai parlé la semaine dernière. Hein. Cette fameuse borne me paraît évidente. Il y aura peut-être une exagération comme ici, mais pour moi, déjà aller ici, ce sera très bien. Donc, encore, allez, hein, toujours le même objectif, hein, 20 700 pour aller espérer, je sais pas, retrouver la possibilité d'aller chercher un point bas ici et repartir, j'en sais strictement rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur négatif sur les grands indicateurs, les grands indices de ce monde occidental. Allez, on va faire un petit tour vite fait sur les indices, les indicateurs mid et small européens pour voir un petit peu si ce mouvement chinois les a impactés aussi. Et on commence par le CAC mid, le mid français, il a bien rebondi, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de gagné, hein, j'agrandis, hop, tant que c'est là, voilà, ça peut être refoulé encore, hein, que ce soit très clair. Ça n'a pas réagi suite aux chiffres de ce matin sur l'inflation, sur la déflation, mais la déflation c'est un truc beaucoup plus macro qui aura des conséquences dans le futur, un peu plus tardivement, donc pour l'instant le rebond, il est bien dû à la Chine, mais pour moi rien n'est gagné. Allez, on va aller voir les small si c'est un peu mieux que ça. Voilà, les small c'est exactement pareil, hein, vous voyez bien, la rebond de la semaine, il est bon, c'est un beau rebond, mais on est sous une oblique, là, ça se voit, on la voit tout de suite, hein. C'est pas gagné du tout, c'est encore, il faut batailler, il va falloir batailler pour repartir à la hausse, et c'est pas gagné. Et je rappelle que ça, c'est la partie des élections françaises, hein. On s'en est pas remis encore, hein, qu'on soit très clair, hein. Ça plaît pas ce qui s'est passé en France. Allez, on va aller voir l'Allemagne avec le MDAX, si ça se passe un peu différemment. Alors sincèrement, pour moi, le MDAX, c'est le plus important des indicateurs allemands, et peut-être même européens. Et l'industrie allemande va toujours aussi pas bien, ça fait un moment qu'on est dans le gloobie-boulga complet, ça fait maintenant depuis 2022, à vrai dire, hein, depuis le retournement, depuis la guerre, à vrai dire, la guerre d'Ukraine, et le fameux Nord Stream 2 qui a pété, et Nord Stream 2 qui a pété, ça provoque ça, un surcoût des productions allemandes qui fait que ça ne repart pas. Voilà, donc ils sont en train d'essayer de s'en remettre, il faut que ça sorte par le haut. Là, c'est une accélération due à la Chine, il faut que structurellement soit beaucoup plus costaud que ça. Bon, on verra bien, hein, mais on peut leur souhaiter que du bonheur. Hein. Les Allemands qui vont pas bien, ça nous arrange pas. Vous le devinez bien, malgré le fait qu'on peut avoir quelques animosités sportives contre les Allemands, mais économiquement, on a besoin d'eux. Voilà, donc le MDAX, belle accélération, mais rien n'est fait, rien n'est gagné. Il faut que ça casse et il faut que ça construise. Ça a construit pour rebondir dessus, on y est, et je peux vous dire que là, on devrait trouver quelques vendeurs, ça ne m'étonnerait pas du tout. Allez, on va voir les small pour finir. Et les small, ça s'appelle le SDAX. Le SDAX, voilà, est sous résistance aussi. On est toujours sous l'emprise potentielle de ce qu'on appelle un épaule, tête, épaule, donc ça y repartirait ici, ça irait chercher ce support-là, 12 000, on est à 14 000, donc ça ferait une belle chute. C'est pas interdit de le vivre, hein, c'est pas interdit, les marchés sont surprenants ou sont simplement, voilà, ils expriment des choses, des peurs diverses et variées, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec les indices, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez compris la combinaison avec un événement macroéconomique qui était la Chine, et c'est comme ça que marchent les marchés financiers, c'est comme ça que ça fonctionne, et après, la discrimination des valeurs fait que, on choisit telle ou telle valeur, et vous allez voir qu'il y a des mouvements forts sur certaines, puis d'autres il n'y a pas du tout. Ça va être tout l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Vous allez voir plein d'exemples. On va un peu étoffer les choses. Vous me direz ce que vous en pensez de la nouvelle organisation. Je suis pas sûr que ce soit celle qui soit encore bien calée. J'ai peut-être un petit peu ripé. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. On regarde d'abord le disclaimer. Comment faire pour retrouver une valeur dans la chaîne. Et on se retrouve juste après. Allez, juste après le disclaimer. Le contrôle fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs européennes qui sont éligibles au PEA et je vous demande tout simplement de me donner votre prénom pour que je puisse commencer comme ça. C'est Eric qui commence le bal avec Assystem. Alors voici Assystem en semaine, hein, à vrai dire. J'ai rien changé pour voir comment ça avait donné. Donc on l'avait déjà travaillé, je pense, ici dans cette zone-là, puisque j'avais mis cette résistance-là. Sinon, si on avait été au-dessus, je l'aurais mis en vert. Donc à partir de ce moment-là, je devais être en dessous. Donc ça a bien cassé vers le haut. Et c'est en train de retomber. Donc on va déjà mettre à jour le graphe. Et ça doit donner un truc comme ça. Donc... on a eu une accélération jusqu'à 60 €, on est tombé à 47, tu me demandes ça, il y a un rebond cette semaine, alors peut-être que tu voulais voir si ce support te paraissait intéressant, bah voilà, il a fonctionné, hein. Hop, j'agrandis, voilà, on a touché ici, on est reparti, si on se met en journalier, on verra que c'est assez intéressant, mais la question, elle est fondamentale. Aujourd'hui, quand je regarde c'est une valeur que j'aime bien, c'est une valeur que j'aime beaucoup. J'ai un problème chez Assystem, c'est que j'ai un problème de lecture, j'arrive mal à comprendre. Si je m'en réfère à ce que je viens de voir, le paradigme sur Assystem a changé. Et il a changé de manière négative. Donc, c'est une valeur que j'ai du mal à comprendre régulièrement. Ça m'est déjà arrivé de pas la comprendre il y a quelques années, ça doit être... que je dise pas de bêtises, ça doit être par ici, donc c'est assez ancien, ouais, 2014, et je comprends pas vraiment. C'est de l'ingénierie, on est d'accord, c'est de l'ingénierie pour le monde nucléaire, on joue le nucléaire là-dessus. Le nucléaire est un peu passé de mode. C'est un secteur sur lequel moi je crois au nucléaire, je pense sincèrement que le nucléaire est la solution pour la France. Et je fais de la macroéconomie et je peux vous certifier que c'est pas les écolos là, qui s'habillent en robe de bure là, ils sont bien gentils, mais enfin d'ailleurs je suis écolo, je suis un vrai moi, hein, je prends pas l'avion quand je vais à Barcelone, hein, j'y vais en voiture par exemple, hein, un truc comme ça. J'ai travaillé dans le monde du déchet longtemps, donc je suis un écolo, un vrai, et je peux vous dire que le déchet d'ailleurs c'est pas du tout ce qu'on croit, je ne trie plus ma poubelle en ce qui me concerne. C'est pour vous dire ce que je pense de ce qui se passe après, et je pourrais vous expliquer que le bilan carbone du tri, c'est une catastrophe absolue en écologie. Bref, fin de la parenthèse. Assystem, bof. Bof. J'ai vu des trucs qui me plaisent pas, qui fait que je comprends pas le titre. Je comprends pas. Vous savez ce que je fais? Je fais comme Warren Buffett. Je comprends pas, j'y vais pas, je fais pas, ça m'intéresse pas et j'y vais pas. Je comprends pas Assystem, je comprends plus ces chiffres, je comprends pas, voilà. J'aime bien le titre, mais là, j'ai peur que ce soit le début de quelque chose qui me plaise pas. Parce que y a les volumes en plus qui sont plutôt dans la baisse. Hop, j'agrandis ici. Et ils sont pas trop dans la hausse. Donc, il y a de l'intérêt. Mais peut-être pas de l'intérêt comme on aimerait. Donc, à partir de ce moment-là, Assystem, fait attention, Eric, par rapport à ça. Allez, on enchaîne avec une petite rubrique que je vous ferai régulièrement. Voilà, c'est sur le point de ce qu'on avait vu la semaine précédente. Et la semaine précédente, on avait vu 2-3 choses et je vais vous faire voir le retour de son que vous pourriez avoir sur le sujet. J'avais parlé notamment de LVMH. On va aller voir vite fait LVMH, ce qu'elle a fait cette semaine. Donc la semaine dernière, je vous disais LVMH, 600 c'est le prix. Voilà, je le disais depuis longtemps que 600 c'est le prix. Blabli blabla 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 blabla. 600, rebond. 678, rebond de 12%, d'une violence assez impressionnante, ça c'est grâce à la Chine, mais voilà, et voilà, tout simplement, et hop là, regardez bien, j'ai rien touché, voilà. Donc on était sur l'oblique ici, on aurait pu aller plus bas, mais le marché a décidé d'aller, voilà. Donc voilà, moi je continue à dire que c'est pas intéressant LVMH, mais là il y avait des news qui permettaient de... Je rappelle que je suis plus intéressé par d'autres titres, mais pour ça, il faut aller voir la vidéo sur les 7 fantastiques
Et vous verrez qu'il y en a une qui a bien remonté cette semaine. Et j'y crois beaucoup plus sur longue période que sur LVMH. Un autre titre sur lequel on s'est attardé et qui a fait le buzz toute la semaine, c'est assez impressionnant. Mes abonnés vous diraient, non mais c'est incroyable, Richard il dit un truc et tous les influenceurs ils se mettent à en parler. Même BFM Business s'y est mis. Ça se demandait s'ils regardent mes vidéos. J'espère qu'ils sont quand même pas rendus au point de regarder les vidéos d'un tout petit influenceur quand même, rassurez-moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été le buzz sur la valeur dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'ai mis en avant. C'est la valeur Stiff. Et regardez ce qu'elle a fait cette semaine. Donc nous étions ici vendredi soir et lundi elle a ouvert avec un gap. Certains vont dire ta vidéo sur les gaps elle est obsolète. Maintenant il y a un nouveau gap qui existe, c'est le gap Ricardo. Ouais, j'en suis pas très fier à vrai dire, hein, je vous cache pas, les gens ont acheté comme des fées. Alors là, ça a accéléré. Bah, vous avez de la chance parce qu'il y a BFM Business qu'on a parlé lundi matin, il y a un influenceur très connu qui l'a relié aussi, et voilà, vous avez gagné. Mais ça c'est, tiens, je parlais de l'effet de Dunning-Kruger, bah encore un effet de Dunning-Kruger. Ah, Ricardo il sait, donc je vais acheter dès qu'il va dire un truc. Eh ben, vous allez être tranquille, vous allez perdre de l'argent parce que vous êtes inconscient. Vous n'avez pas de conscience. La notion d'inconscient, c'est pas, j'insulte pas les gens, c'est inconscient dans le sens où vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient que voilà, moi je donne des valeurs, mais j'ai des sentiments. Là, ça, c'est le hasard qui fait ça. Par contre, il y a un volume extraordinaire, donc ça va aller certainement chercher là. Donc voilà, Steve, bon, ok, bon, j'avais raison, je savais que ça allait plus haut. Ça, je savais que ça irait plus haut. Comme ça, j'en étais pas convaincu non plus. Hein. Bon, bref. Allez, ça a pris combien là? 17% en une semaine. Waouh. J'aurais dû acheter. Non, j'ai pas le droit d'acheter. Sachez que j'ai pas le droit, sinon je vais me faire rattraper par la police. Ce serait... de la manipulation de marché et c'est interdit. Allez, c'est maintenant que j'interromps la vidéo. Voilà, on va mettre les valeurs, on va les mettre en bandeau. On va les mettre en bandeau comme je fais d'habitude pour que vous ayez toutes les valeurs qui défilent. Alors, vous aurez la performance sur la semaine qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer. Vous aurez la performance sur le dernier mois et puis depuis le début de l'année, vous verrez qu'il y a des valeurs très surprenantes que vous ne connaissez peut-être même pas, qui progressent très fort. Et il y en a une à laquelle je pense, sur laquelle je vais intervenir la semaine prochaine sur une autre antenne et qui est inconnue, enfin si, qui est ultra connue. Le nom est ultra connu, mais les gens ne savent pas que c'est une valeur qui est cotée en bourse et qui est une valeur de luxe. C'est celle qui a, je crois, le plus monté en Europe cette année, 45%, et c'est du luxe. Comme quoi vous connaissez pas tout, mais je vous laisserai la découvrir. Et puis pour ceux qui seront les plus endurants, hein, évidemment, vous aurez l'astuce qui vous permettra de découvrir comment vous pourrez voir mon étude individualisée sur chacun de ces 30 titres. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu de vidéo, c'est des études qui durent 2 à 3 à 4 minutes et qui vous permettront de savoir un peu plus sur chacun de ces titres. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Bon, ok, il y a un peu de travail, mais je vous jure que ça vaut le coup. Allez, je vous laisse continuer la vidéo, on enchaîne tout de suite et le bandeau s'est mis en route. Allez, c'est parti. Allez, on revient à une autre valeur que Philippe m'a proposée, une valeur qui s'appelle Arcure. On l'a déjà étudiée et il voulait que je mette à jour. Allez, c'est parti pour Arcure. Alors Arcure, on me l'a demandé, souvent on me l'a demandé en dessous. J'avais dit si ça passe au-dessus, c'est intéressant. Et moi, j'avais trouvé que le pullback aurait été super sympa. Je l'ai raté. À partir de ce moment-là, c'est tant pis pour moi. Et depuis, elle a multiplié par 2 à peu près. Donc voilà, c'est fait. Alors, on est là où il faut être. On est d'accord, donc on va les mettre en vert. Oui, donc je disais, donc techniquement, on est à un point d'entrée. Le point d'entrée sur Arcure, quand on y croit. Quand on y croit, on n'y croit pas. Quand on y croit. C'est une chose, ça. C'est intéressant, ok, Arcure. Moi, je vous le dis. Arcure, c'est disruptable. Qu'est-ce que ça veut dire disruptable? Ça veut dire que sa technologie, pour moi, ou alors j'ai pas compris. Mais mettez-moi des commentaires si vous voulez, si vous avez étudié le dossier à fond. Mais moi, pour moi, c'est disruptable. Sa technologie, c'est du pipi de chat, quoi. Pour moi, c'est du pipi de chat. Alors, je sais pas pourquoi ils arrivent à vendre, donc ça veut dire que j'ai pas compris un truc. Donc, c'est pour ça que j'ai un doute. C'est un petit doute sur Arcure. Donc, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que vous êtes nul, je dis pas que vous allez vous faire avoir. C'est certainement mieux qu'une biotech de l'indice CHU ou une daube de l'indice MDR. Ça, c'est certain. Mais, on reviendra dessus tout à l'heure, sur les indices CHU et MDR. Mais, là, j'ai un doute. Donc moi, personnellement, je suis un peu moins fan. Dire me plaît, m'intéresse, mais je vais attendre d'autres éléments pour me dire que j'ai tort de penser qu'elle est pas bien. On peut avoir une baisse plus forte et on peut retomber.
disrupter veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent se faire déglinguer par un mec qui arrive avec une nouvelle technologie moins chère, un chinois un peu meilleur que lui, et puis il disparaît. Donc je vois pas de barrière à l'entrée par rapport à son produit. Ce garçon-là, il a l'air très sympathique. Enfin, je sais pas si c'est un garçon, c'est peut-être une femme, mais j'aime. Le produit me dit méfie-toi, quoi. Méfie-toi. Et c'est encore une small alors, ils rentrent du chiffre d'affaires, ils ont amélioré leurs résultats, blablabla, on est d'accord. Maintenant, il va falloir autre chose pour les emmener plus haut. Et l'autre chose, ben, là, vous avez l'expression de hop, j'agrandis ici. Ça m'a pas plu du tout. Alors après, moi, je lis les news, hein. Je sais lire les news, hein. Mais là, ça m'a pas plu. Donc, je suis douteux. Douteux, mais je peux me tromper, hein, qu'on soit clair. Voilà pour Arcure, Philippe, et sinon techniquement, voilà, c'est ici que ça se passe. Alors j'enregistre jeudi soir, donc tu t'inquiètes pas, hein, si t'es dans la même situation quand tu verras la vidéo, bah je sais pas, si t'es un trader, ça se tente. Si t'es un investisseur, faut entendre ce que je dis. Voilà pour Arcure. On va enchaîner avec Arnaud qui m'a demandé une valeur suédoise. On va aller se promener un petit peu ailleurs que la France, hein. Sachez qu'on est habitué ici, on fait beaucoup de valeurs à l'étranger, et on va aller en Suède vers un dossier que je connais, que je n'apprécie pas du tout, et je vais m'expliquer pourquoi. Il s'appelle EQT. Je rappelle que dans cette chaîne, on traite toujours les dossiers en commençant par les unités longues pour voir un peu l'histoire de l'entreprise. Et c'est une histoire assez jeune, hein, puisque EQT est rentré en bourse juste avant le Covid, et ça a fortement progressé ici, ça a corrigé, je dirais. Donc il ne faut pas tenir compte de ça, hein. Ça c'est le délire de 2020, de 2020-21, et après on corrige en 22, et ça redevient raisonnable. Donc, on part de 90, on arrive à 340, c'est une super valeur, ça gagne plein de sous-sous, c'est génial, c'est top, c'est génial, et pourtant je l'aime pas. Je l'aime pas parce que je vais t'expliquer pourquoi, mon petit Arnaud, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi. On va regarder d'abord en hebdomadaire ce qui se passe pour être un peu plus clair sur le graphique. Et graphiquement, j'ai envie de te dire qu'il y a un couloir qui me semble s'être mis en place. Voilà, j'agrandis, clac, clac, clac. Ce couloir, il peut être ici. Tiens, je suis en train de voir une autre variante que voici. C'est peut-être mieux, ça. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux, parce qu'en plus, tu as le contact là qui ferait pareil. Donc, ouais, ça a du sens. Mais ça a que 2 points de contact ici en bas. Donc voilà, ce qu'il faudrait espérer, c'est que ça revienne ici. Sachant qu'on avait une résistance qui est devenue support, normalement. On l'a cassé, on revient dessus. C'est un pullback qui est pas très propre, hein, je te cache pas. Donc techniquement, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce qui se passe, je sais pas trop si ça va repartir vraiment ou pas. Voilà, c'est visiblement une belle valeur, on est d'accord, mais moi je les aime pas. Je les aime pas parce que c'est des dossiers sur lesquels il faut comprendre ce qu'ils font. EQT, c'est des gens qui rachètent des boîtes. Et ils ont racheté d'ailleurs une boîte que j'adorais. Ils l'ont racheté pas cher du tout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont peut-être bons. Il s'appelle OX2 et je l'avais en portefeuille, donc moi j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je l'avais en portefeuille et j'ai profité de l'OPA. J'ai beaucoup d'OPA dans mon environnement, hein, faut le savoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi si j'aime des valeurs, faut savoir une chose, c'est que comme je les repère apparemment assez bien, il y a aussi des industriels qui les repèrent bien et qui les visent bien, car je m'intéresse à ce qu'ils font. Et en m'intéressant à ce que fait cette entreprise-là, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas des business models qui m'intéressent. Alors ça peut monter longtemps, je n'irai jamais. C'est des modèles que j'aime pas. J'aime pas Bolloré. J'aime pas toutes ces entreprises qui rachètent des sociétés. Alors c'est des gens qui travaillent certainement très bien, puisque moi j'ai fait un peu de sauvetage d'entreprise dans ma vie, une dizaine d'années quand même. Donc je sais très bien ce qu'ils font. Mais j'arrive pas à modéliser et à chiffrer et à valoriser ça. Alors mes élèves, je dis bien mes élèves, hein, pas les abonnés, les élèves comprennent parfaitement ce que je dis, puisque dans le business, dans la façon dont je leur présente la valorisation, eh bien ces valeurs-là, je leur dis qu'une valeur, à vrai dire, je vais vous apprendre un truc, c'est que la valorisation, on vous explique ouais le PER ou un truc comme ça, bon ça, vous savez très bien ce que j'en pense, enfin peut-être pas tous, hein, il y a des petits nouveaux sur la chaîne, PER c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire les choses, mais il y a beaucoup de gens qui estiment la valeur des entreprises selon des techniques diverses et variées, et moi j'ai ma méthode à moi, et j'ai appris une chose, c'est que la valorisation que vous faites pour un type de valeur ne marche pas pour d'autres types de valeurs. Donc à partir de ce moment-là où vous savez ça, eh ben vous avez compris que y a des valeurs, vous pouvez pas les évaluer. Et mon système il me suffit largement pour m'amuser sur les marchés
Et je vous le dis comme ça, mais cette semaine, j'ai fait un carton et j'en ai fait profiter les abonnés Dynamic Invest. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la petite courbe que je vous ai présentée lors de mon petit passage publicitaire. Voilà, donc je suis désolé Arnaud, c'est certainement bien, mais c'est pas une valeur que je vais m'intéresser dans le futur, même si je la connais très bien. Ces bougres de EQT sont des mangeurs de sociétés tout à fait intéressantes, et ça je le sais parfaitement. Mais quand on les achète, c'est un peu tard, ou alors faut être dedans. Et j'ai eu l'opportunité d'être dedans cette année avec OX2. Voilà, je te remercie Arnaud pour cette valeur. Hein. C'était intéressant de voir que je suis pas fan du tout des sociétés d'investissement. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec une petite partie que je rajoute dans l'étude des valeurs. C'est les valeurs MDR, les valeurs CHU, les merdes de Ricardo, Et les CHU, c'est la version médicale des CHU. Il y a plus de 100 valeurs sur la place française que je déteste et qui sont catastrophiques. On va faire un point rapidement dessus, puis je vais en faire un focus sur une valeur et on tâchera de le faire régulièrement dans la chaîne pour vous rappeler qu'il y a vraiment des dossiers. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention à une grande partie de la cote française. Allez, on regarde vite fait l'indice MDR, où il y en est rendu, et un dossier qui m'a pas plu du tout cette semaine, encore une arnaque. Allez, je vous défile les valeurs de l'indice MDR, hein, vous voyez les performances. Alors, juste tout bêtement, sur une semaine, sur un mois, sur le début de l'année, sur un an, sur 3 ans. Regardez bien, il n'y a que du rouge partout, hormis quelques exceptions. Et ça n'a aucun intérêt. Je vous certifie que ça n'a vraiment aucun intérêt. Allez, on va aller voir si vous aviez acheté ça de manière équipondérée. On va aller voir le résultat de la courbe que ça donnerait. Vous allez voir qu'elle est assez impressionnante sur longue, mais aussi sur courte période. Donc depuis la création de l'indice, hein, je l'ai mis en 2018. 2018, bah voilà, ça vaut plus rien. Et sur les 6 derniers mois, bah regardez bien, c'est une catastrophe absolue. Ça descend tout le temps. Aucun intérêt à toutes ces valeurs. C'est les valeurs de l'indice MDR. Elles sont toutes catastrophiques. Et super, il y en a une qui rebondit, ne vous en occupez surtout pas. Vous avez une vidéo qui est spécifique sur le sujet. Vous allez dans la partie playlist avec les indices selon Ricardo et vous trouverez toutes les vidéos qui concernent ce sujet. Et vous allez voir qu'il y a des choses à apprendre dans chacune. J'essaie d'expliquer à chaque fois un truc différent dans chacune. Donc vous pouvez toutes les faire. Ça fait 2-3 ans que je fais ça sur la chaîne. Mais on va s'arrêter sur un dossier qui m'a interpellé cette semaine. Et on va aller voir son graphique tout de suite. Et vous allez voir que vous allez comprendre ce qui se passe. En tout cas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et vous allez vite fuir et faire attention pour vraiment ne jamais vous occuper de ces valeurs. La valeur en question, c'est Cléa Holding. Alors Cléa Holding, elle s'appelait Visiomed et elle a changé de nom parce que, à vrai dire, tout le monde l'a surnommée Visiomerde. Donc pour les merdes de Ricardo, c'est très bien. Et Visiomed, voilà, je vous fais voir l'histoire. Voilà, hein, ça fait bizarre hein, quand on agrandit un peu l'espace-temps. Hein, regardez bien, on est tout au fond. Ça vaut 150, ça vaut 20 centimes, ça vaut plus rien. Il y a une OPA. Alors c'est pas une OPA, on va dire. C'est une sorte d'offre d'achat, on va dire, ouverte. Trop marrant. Encore une invention faite par ces voyous, hein, faut le dire ce qu'il est, hein, et que l'AMF n'arrive pas à attraper, hein, à 30 centimes. Et vous voyez ce qui s'est passé dans la semaine. On va aller voir en journalier, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Donc nous avons ici le graphe en journalier ici, ça accélère là assez fort un petit peu, et la news tombe. Et ça ouvre à 24 centimes, la veille c'était à 19 centimes. Ouais super, j'achète. Et pif badaboum, badaboum. Et ça va retomber en bas. C'est une arnaque. Ça c'est une fausse nouvelle pour vous attraper. Encore une fois. Alors je vais être très accusateur ici, mais c'est pas bien grave. Je vais m'en remettre en semaine parce que ici il y a eu un rebond. Nous étions autour de quelques centimes et ça a monté ici. Ça, c'est un influenceur. Je vous répète, ça, c'est un influenceur qui a provoqué ça. Il s'appelle Yann, pour pas le citer, et il nous expliquait que c'était la martingale absolue, c'était formidable, blablabla. Tiens, j'ai raté quelque chose. Non, j'ai pas raté quelque chose. Ce monsieur vit à Dubaï et Visiomed a une activité à Dubaï. Voilà, on va pas aller plus loin. Vous devinez ce que j'en pense de tout ça. C'est affligeant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est qui est le plus dommage concernant cette personne, c'est qu'il donne vraiment le sentiment de s'y connaître et comment ça se fait qu'il parle pas de Ferrari, de sa voiture? Comment ça se fait qu'il parle pas de ses fringues, Hermès? Comment ça se fait qu'il parle pas de plein de choses finalement qu'il porte sur lui? Pourquoi il fait Visiomed et pas un autre, hein? Alors d'ailleurs Visiomed qui n'est plus Visiomed. C'est la tristesse de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec des gens qui utilisent leur image à des fins mercantiles, on va dire, pour être simple, pour pas dire autre chose.
Ça m'attriste totalement, mais bon voilà, il y a des amoureux de la bourse et puis il y a ceux qui l'exploitent à des fins personnelles. C'est absolument triste et je vous cache pas que là je suis en train de finir l'enregistrement. Je sais que j'ai coupé une partie des phrases que j'ai dites parce que sinon je vais avoir des ennuis avec la personne qui a fait ça. Et ça m'attriste encore plus de pas pouvoir m'exprimer puisque sinon tu finis en procès et c'est toi le voyou. Je rappelle que la France est la spécialiste pour mettre en prison parfois des gens qui sont parfaitement honnêtes mais qui n'ont pas respecté un texte de loi lambda que l'autre a trouvé parce qu'il a payé un avocat beaucoup plus cher que le tien. C'est une tristesse absolue. Donc voilà, je voulais faire un point sur Cléa Holding. C'est aussi l'idée de faire un point sur les merdes de Ricardo sur l'indice MDR et puis on va aller voir vite fait le CHU pour enchaîner ensuite très rapidement sur les PTDR. Il va y avoir du mouvement sur les PTDR aussi. Et on commence par le graphique. Le graphique des CHU, des valeurs médicales, les MDR version médicale. Et qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? Eh ben, on a un plus bas historique. Allez, suivant. On va regarder vite fait la liste. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je vous mets le tableau avec toutes les valeurs. Vous défilerez, vous irez voir la vidéo sur l'indice CHU. Ça défile de partout. Il y a quelques rebonds, quelques verts. Mais enfin, bon, globalement, on voit bien que ça va pas du tout. Et je peux vous dire que ceux qui rebondissent, j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec un dossier qui s'appelle Made in Cell. Faites bien attention à ce qui va vous arriver si par hasard ils se gaufrent dans ce qu'ils ont prévu. Allez, on va regarder cette semaine ce qui s'est passé. On va faire un palmarès. Moins 25, moins 23, moins 19, moins 18 pour Safe, pour TerraVet, pour Spineway, Oxurion, Acticor, etc. Et tout ça, c'est à plus que moins 90% depuis le début de l'année, donc ça baisse tout le temps et ça continue à baisser fortement toutes les semaines, continuellement, et ça continue indéfiniment. Voilà, je vous regardez bien sur 3 ans, hein, c'est du moins 100% partout. C'est catastrophique, c'est inadmissible, c'est lamentable, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la version de l'indice MDR en version médicale. Alors en tout, il y a plus de 100 valeurs. En tout, allez voir cette vidéo, c'est absolument exceptionnel pour surtout ne plus vous faire avoir par des gens qui vous vendent l'idée que c'est génial. Je vous laisse voir ce que j'en pense. Allez, on essaye d'aller voir des valeurs un peu plus intéressantes. On va aller voir tout de suite l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Et puis on essaiera aussi de faire un plan de trading, mais on va d'abord voir l'état de nos valeurs préférées en Europe. Allez, c'est parti. Quand on regarde les pépites à trader de Ricardo, on voit qu'il y a beaucoup plus de vert quand même qu'autre chose. Et il faut savoir qu'il y a quand même des valeurs, il y a des valeurs qui m'intéressent et qui ont baissé et qui m'intéressent à des points bas. C'est pour ça qu'on voit quelques points rouges. Mais si peu. Alors, cette semaine qui s'est passée, il s'est passé que Redelphi a fortement accéléré, 14% en ligne droite, ça y est, c'est le retour de la valeur qui a eu la meilleure performance en Europe l'année dernière. Et je peux vous dire que, à mon avis, c'est pas terminé et je suis conforté dans mon choix que j'ai fait sur Redelphi. Et puis on a aussi, je disais, voilà, une valeur qui est extraordinaire en France, qui s'appelle Hermès, qui a rebondi très fortement et qui m'intéresse beaucoup plus que LVMH. Voilà, vous avez la réponse pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'au bout. Et on a des rebonds d'autres valeurs un peu moins forts, donc MIPS, Cadler, etc. Des dossiers sur lesquels moi je suis très intéressé depuis longtemps. Et puis voilà, il y a quelques-unes qui font une pause. Je pense à Lotus Bakeries qui a fait 10% de hausse et qui fait une petite pause. Je pense aussi à OEG Autoliner qui a pris 25% dans le mois. Et voilà. Donc ça, on est jeudi soir et c'est sur 5 jours glissants, qu'on soit d'accord. Donc c'est bien sûr une semaine de cotation. Et puis il y a aussi Paxman là, qui est en négatif, mais qui sur le mois a fait 15%. On peut pas toujours monter. Voilà pour ces valeurs. Et puis on a deux tassements, on va dire deux qui vont chercher des supports pour l'instant. Je n'ai pas d'alerte particulière. C'est Novo Nordisk et DOF qui baisse. DOF, ça doit être son plus haut. Il y a un mois pile, elle devait être à son plus haut historique. C'est pour ça que vous voyez moins 16, mais voilà, c'est une correction logique sur un dossier que nous avons à plus 80%, plus 90% depuis qu'il est rentré, puisque nous l'avons rentré dans les pépites il y a un certain temps. Et depuis, elle ne fait que monter, donc il fallait bien qu'elle fasse une pause et elle va chercher ses supports. On verra bien où elle va. Ne vous étonnez pas si à un moment donné, je vous fais un plan de trading sur DOF, à moins qu'il y ait une mauvaise news qui tombe, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'informations négatives sur le sujet. D'ailleurs, on fera un nouveau plan de trading juste après les pépites. Un plan de trading, et je vous le dis tout de suite, on fera aussi le point sur le plan de trading de la fois d'avant. Et celui de la fois d'avant, vous allez voir le résultat. Mais on va commencer par les mouvements sur les pépites. On va faire un mouvement cette semaine. On va sortir une valeur sur laquelle j'ai tout d'un coup un doute. Alors moi, j'ai fait un super trade dessus, puisqu'on l'a rentré cette valeur ici autour de 105. Et j'ai dû lâcher, moi, l'affaire par ici, autour de 130. Donc c'est quand même un très bon trade. Ça, c'est je m'attendais à ce que ça aille à 140, à 150. Ça n'a pas
pas été très loin. Et mauvaise nouvelle confirmée, j'ai pas aimé, j'ai été déçu. Donc on est à 100 € pile, on est jeudi soir, on est à 100 € pile, on la sort à moins 5%, enfin à peu près zéro. On la sort parce que je pense que ça peut aller plus bas. Même si on est dans une phase de rebond, ça peut rebondir et vous faire un trade et ça sera très bien. Je serai très content pour vous. Mais pour moi, voilà, Fontaine Pajot, il y a eu des news. Alors en plus, le nautisme, depuis qu'il y a eu le bateau qui a coulé là en Italie, toutes les valeurs du secteur se sont fait déglinguer en se disant bah les riches, ils vont peut-être pas racheter de bateau et ils se rendent compte que la mer c'est méchant. Voilà. Bon, ça me fait un peu sourire, mais en même temps, il y a eu des morts. Et donc, il faut savoir que le bateau en question, c'est un bateau qui a été construit par une société italienne qui s'appelle The Italian Sea Group, et c'est un dossier que j'adore, c'est un dossier que j'apprécie beaucoup, qui est pas dans les pépites parce que je peux pas tout mettre, mais voilà, dans le nautisme, méfiance, méfiez-vous. Des baisses de carnet de commandes peuvent arriver très rapidement et ça fera très mal à l'industrie, même si j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes dans le domaine. Méfiez-vous, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va rentrer une valeur. On va rentrer une valeur et il y a une valeur que, à vrai dire, c'est un retour. C'est une société que j'adore, que je kiffe depuis longtemps, où on l'a sorti à x2. Et c'est une toute petite entreprise. Donc toute petite entreprise. Et première chose déjà, vous allez savoir, alors il y a des gens qui l'ont déjà reçu, ils ont déjà reçu la nouvelle cette semaine dans la newsletter, puisque je rappelle que les gens qui s'inscrivent, alors vous allez dans la description, vous allez vous inscrire à la newsletter. Dans la newsletter, je mets maintenant les pépites, les mouvements de pépites, je les mets là. Et donc ce vendredi matin, ils ont reçu l'information d'une nouvelle entrée dans les pépites, une société que j'adore et qui est italienne, une société qui est dans la cybersécurité et qui pour moi a baissé là. C'est-à-dire qu'on la rentrerait à un niveau de prix inférieur au moment où elle est sortie. Elle est sortie à un certain niveau, je vais vous faire voir le graphique, et on la reprend plus bas. Il y avait eu un mouvement de prix, si vous voulez, à un moment donné, qui m'avait un peu inquiété, et puis finalement c'était, voilà, donc ça remontait, etc. Je dis bon bah tant pis, je l'ai raté. Et puis elle est redescendue. Et moi je vois pas pourquoi elle descend, j'ai pas le sentiment que ce soit une valeur qui est perdue de sa superbe au niveau fondamental. Et cette société, les anciens la connaissent, ils savent très bien de laquelle je vais parler. Mais cette société, c'est une société dont personne ne parle. Enfin, ça fait 4 ans que je la connais. Cette société, encore une inconnue, évidemment. Une inconnue, mais qui pour moi est une des plus belles petites entreprises en Europe. Et on la trouve à Milan et je vais vous la présenter tout de suite. Et voici le graphique de la société en question. On l'avait rentré en été 2021 et autour de 1,66 € et elle est montée. Son plus haut historique, il est autour de 3,60 €, donc elle est beaucoup plus haut. Mais on l'avait largué ici, on a bien fait parce qu'il y a eu un flash crash, mais après elle a bien rebondi. Bon bref, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas 2,90 €, ça a été sorti 75% de gain. En un an et demi, c'était quand même plutôt sympathique et il se trouve que j'ai compris ici que j'avais fait une erreur. Voilà, donc ça fait un moment que je sais que j'ai fait une erreur sur la société et j'ai attendu j'espérais qu'elle revienne sur ce canal baissier et elle est venue dessus ce matin, donc on est jeudi. Je suis personnellement rentré à l'achat, j'ai personnellement informé les auditeurs sur cette valeur, mais je leur en donne tous les jours, donc c'en est une parmi tant d'autres, mais je vous la donne, je vous la redonne autour à 2 €. Alors c'est 2,84 €, nous rentrer un peu plus bas, mais ce qui est certain, c'est qu'on la reprend à peu près au même niveau. Donc je vais la réintégrer comme si je l'avais pas sorti, je vais la réintégrer au prix que je l'avais pris ici, de telle manière à ce qu'on ait l'historique et on va oublier ce moment d'égarement et qui ne va rien rapporter entre nous. Donc pendant ce temps-là, l'argent a été travaillé ailleurs, donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, on la reprend ici. Le temps que vous la voyez, j'espère qu'elle n'aura pas trop accéléré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette valeur est une valeur exceptionnelle. C'est une toute petite entreprise. C'est une entreprise de cybersécurité et son nom c'est Cyberoo. Et Cyberoo, ça s'écrit comme cybersécurité, c'est Cyberoo avec 2 O à la fin. Vous la trouverez sur Milan. Son code c'est CYB. Et vous allez apprécier cette valeur-là, en tout cas je l'espère, et vous avez l'invalidation qui est parfaitement écrite dans le tableau, dans le graphique, vous n'avez plus qu'à observer, si ça passe en dessous, c'est que peut-être que je suis trompé, voilà c'est tout simple, alors attention c'est très illiquide, il faut faire très attention, mais cette société-là j'y crois toujours, j'y crois depuis longtemps, la preuve c'est que c'est depuis 2021 que je la suis, et je l'ai rentrée en 2021, ça veut dire que je la suivais peut-être même depuis 2020, donc ça fait 5 ans que je la suis cette valeur, et je vois rien de négatif sur ce dossier-là, en tout cas ce qui est certain c'est que cette société-là, c'est une société extraordinaire.
à mon goût, à mon avis. Et c'est très très peu connu. Moi, je sais qu'il y a 4 ans, personne n'en parlait, hein, que ce soit très clair. Maintenant, je commence à en voir qui en parle. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc voilà pour les pépites, hein, donc une sortie, une entrée, et puis on va faire un plan de trading immédiatement, puis on va faire aussi le point sur celui de la semaine dernière. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le plan de trading. Et le plan de trading de la semaine dernière, c'était un plan de trading sur ASML Holding. Et quand je vous ai fait la vidéo, j'avais une bougie qui était pas belle du tout, là, ici, là. Et on avait un tout petit gap, on est en bougie 1 heure, hein, et je vous ai fait la vidéo juste à ce moment-là, mais la clôture s'est faite à peu près ici. Bon, bref, c'est à peu près au même niveau de prix. Et la semaine a été particulièrement positive, puisqu'on a clôturé la semaine suivante à plus 5,40, on est monté à 7%, voilà, donc voilà, premier plan de trading de la nouvelle saison. Premier plan de trading réussi, 1 sur 1. Alors la question maintenant, c'est de savoir si j'ai un autre plan de trading, et si j'ai un plan de trading pour cette semaine, parce que parfois j'arrive pas à en trouver, et j'ai une des pépites qui me semble avoir un plan de trading assez sympathique, et qui, allez, on peut le dire, hein, je pense qu'elle va le réaliser, mais il faut faire attention, hein. Il faut toujours avoir un plan d'invalidation, et le dossier en question, il s'appelle Essilor Luxottica. Alors la situation d'Essilor Luxottica, elle est assez simple, hein, c'est qu'on a repris une jambe haussière, un petit peu comme toutes les valeurs du luxe, hein, puisque moi je considère que c'est aussi une valeur du luxe, et nous avons clôturé cette semaine à 213,4 euros, et je vous propose que ce plan nous emmène vers le plus haut historique, et puis par extension, donc là il y a quelques pourcents, il y a 3-4% à prendre, et puis par extension, on pourrait aller jusqu'à 230, ce qui ferait un plan à autour de 10% de gain. En tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est ça. Donc on va le marquer pour voir si la semaine prochaine, ça sera bon pour le prochain hebdo, et on verra bien ce que ça donne. J'en ai terminé avec cette vidéo sur tout le luxe, et je vous avais promis comment trouver toutes les valeurs sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait une étude individuelle, et bien c'est très simple. Je vous mets aussi une playlist sur laquelle vous pouvez aller cliquer dessus, et vous allez enchaîner sur plein de vidéos de 3-4 minutes qui vous présentent tous les dossiers dont je vous parle. Voilà, c'était la surprise de cette vidéo. Et puis vous avez ici aussi une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, bon travail à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.